Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette série d'émissions sur l'orthobiologie somatidienne. Pour nous en parler, nous avons invité Madame Jacinthe Lévesque, biologiste. Elle est aussi la directrice de l'Académie internationale d'orthobiologie somatidienne. Madame Lévesque, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour à vous. Il nous fait grandement plaisir de répondre à votre invitation. Et aussi, nous voulons vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter l'orthobiologie dans le cadre de cette série d'émissions. Madame Lévesque, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à quelques reprises et j'ai vite senti un grand intérêt pour l'orthobiologie somatidienne. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser personnellement à ce sujet? Bien, on ne peut rien vous cacher. Il faut dire que l'orthobiologie somatidienne m'intéresse grandement. Et je pense qu'on peut dire que dans mon cas, l'orthobiologie somatidienne a été une étape logique dans le cheminement de l'évolution de ma carrière. Je suis biologiste de formation, alors tout ce qui touche la biologie m'intéresse passionnément. J'ai aussi une formation en pédagogie. Alors tout ce qui est du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la diffusion des connaissances est quelque chose qui m'intéresse grandement. Et en bout de ligne, j'ai aussi une formation en santé communautaire, ce qu'on appelle communément la santé publique. Et je crois que cette vision de la santé m'a fait remarquer et surtout m'a fait apprécier toutes les possibilités de l'orthobiologie somatidienne dans le domaine de la santé publique. Alors l'arrivée vers l'orthobiologie, c'est un peu pour moi l'aboutissement d'un plan de carrière où finalement c'est un peu le carrefour, c'est la rencontre, c'est une discipline qui fait le pont en tous les champs d'intérêt que je peux avoir à cette étape-ci. Si bien que de fil en aiguille, à travers toutes sortes de circonstances, je me retrouve aujourd'hui à la direction de l'Académie internationale d'orthobiologie somatidienne. Pour les téléspectateurs qui aimeraient poursuivre leur démarche d'apprentissage ou qui aimeraient avoir plus de renseignements sur les sujets dont nous avons traité lors de cette émission, nous vous invitons à communiquer directement avec l'Académie internationale d'orthobiologie somatidienne en composant le numéro qui apparaît au bas de votre écran. Poursuivons notre conversation. Madame Lévesque, pour le bénéfice des téléspectateurs et afin d'avoir une idée de ce dont nous allons parler pour les semaines à venir, pourriez-vous nous faire une brève définition de l'orthobiologie somatidienne? Eh bien, tout à fait. Je pense que c'est très pertinent à cette étape de démystifier l'appellation orthobiologie somatidienne. En quelques mots, on peut résumer l'orthobiologie somatidienne comme étant une nouvelle théorie biologique qui étudie les phénomènes vivants en fonction du changement de forme d'une particule découverte dans le sang en 1954 par le chercheur biologiste Gaston Nessès. Plus tard, il a appelé cette particule somatide. Si bien que lorsqu'on prend l'appellation orthobiologie somatidienne, qui en effet est un grand mot, et qu'on décortique l'expression dans ses racines, on voit tout de suite l'expression ortho qui ressort, qui veut dire, selon la racine grecque, corriger, redresser. Biologie, qui vient aussi de la racine grecque qui veut dire bio, qui logos, celui qui parle de la vie. Et finalement, somatidienne, qui est tirée de l'expression soma, tados, soma qui veut dire le corps, et tados qui veut dire qui construit. Si bien que l'expression réunie signifie tout ce qu'on peut apporter à la biologie, ce qui corrige, ce qui redresse la biologie, pour discuter de la vie, mais en fonction de la particule qui a été appelée somatide. Est-ce que cette découverte a été bien accueillie par la communauté scientifique? Eh bien, je vous répondrai que cette découverte a été accueillie comme toute nouveauté, je pense, qui arrive dans le domaine scientifique, qu'on peut qualifier avec réserve et prudence. Et je pense que c'est tout à fait normal dans le monde de la science d'avoir certaines réserves lorsqu'on fait une découverte. Je pense que c'est inhérent au domaine scientifique. D'ailleurs, M. Nessès, à titre de chercheur, lui aussi, avant de s'emballer au début de sa découverte, il a dû lui aussi faire toutes les expérimentations pour s'assurer dans un premier temps que ce n'était pas une contamination,
que la particule qu'il voyait n'était pas un artifice de fabrication, ce qu'on appelle un artefact. Il fallait aussi qu'il s'assure que ce n'était pas tout simplement un artefact lumineux. Il a dû aussi vérifier pour s'assurer que ce n'était pas des kilomicrons, c'est-à-dire des lipoprotéines qu'on a habituellement, qu'on voit régulièrement dans le sang. Alors lui aussi, comme chercheur scientifique, avant d'être capable d'émettre et d'écrire sa théorie, finalement, il a dû passer par toutes les étapes pour s'assurer que la particule était bel et bien vivante. Alors, on peut dire que la découverte de M. Naessens a été accueillie au même titre que n'importe quelle nouveauté dans le domaine scientifique. Madame Lévesque, pourriez-vous nous faire un résumé des points forts de la carrière ou de l'histoire de M. Naessens? Bien, je peux peut-être vous faire un petit résumé. Brièvement, on peut dire, parce que comme on l'a mentionné tout à l'heure, M. Naessens est d'origine française. Il est né à Roubaix, en France, en 1924. Et il a grandi dans une famille tout à fait normale, une famille française, typiquement française. Il était le cadet, il était le plus jeune d'une famille de 4 enfants. Et ses frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que lui. Alors, ce qui a donné à M. Naessens un peu le caractère d'un enfant unique. Il avait des frères et sœurs, mais il était souvent appelé à jouer seul et à être très autonome dans sa façon d'être. Aussi, on peut peut-être dire que M. Naessens, très jeune, a démontré des habiletés pour tout ce qui touche la mécanique. Déjà à l'âge de 4 ans, sa mère l'a surpris en train d'animer ses jeux mécanos avec le mouvement d'un réveil matin. Alors très tôt, on a vu chez l'enfant des aptitudes innées pour la mécanique et pour la fabrication. Aussi, je pense qu'un événement qui a été marquant dans la vie de M. Naessens, comme beaucoup de gens, je pense, en Europe, il y a eu le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale au début des années 40. Et si bien que M. Naessens, à l'époque, était adolescent. Et comme beaucoup de familles françaises, la guerre est venue perturber, si on veut, le quotidien de la famille Naessens. Comme on a mentionné, il vivait au nord de la France. Et à cause de la guerre, la famille a dû évacuer vers le sud. Aussi, ses études, qui étaient entreprises à l'époque à l'Université de Lille, qui est plus au nord, ont dû être temporairement arrêtées. Et heureusement, la même équipe de professeurs s'est retrouvée au sud et il a pu continuer ses études avec le même groupe de professeurs. Alors, je pense que c'est un événement marquant. La guerre, c'est quelque chose qui a amené M. Naessens à être capable de fabriquer ses propres choses, à être autonome, parce que si on se situe dans le contexte, dans la période de guerre, les gens avaient pas... Il fallait que les gens soient très débrouillards et qu'ils créent leurs propres instruments. Et je pense que c'est un trait de caractère que M. Naessens a sûrement renforcé à cette étape-là. Si bien qu'en 1945, il est gradué d'une institution temporaire, d'une institution de formation qui s'appelait l'Union nationale scientifique française et qui lui a décerné en 1945 un diplôme d'ingénieur en biologie. Alors, M. Naessens était déjà très jeune, ça c'est en 1945. En 1949, quelques années plus tard seulement, il a officiellement ouvert son laboratoire et là, il a commencé, en Europe, oui, toujours. Il a commencé ses travaux en hématologie parce que l'hématologie a toujours été sa principale passion, si on peut dire. Ça a été tout de suite le domaine d'intérêt qui l'a poussé dans la recherche. Curieusement, en parallèle évidemment à son travail en recherche, M. Naessens avait un passe-temps. Au début, ça a été un passe-temps peut-être anodin. Il aimait beaucoup travailler en microscopie. La microscopie a été, même depuis qu'il était étudiant, un domaine qui le fascinait, qui le passionnait. Et c'était un genre de passe-temps, si vous voulez, à sa carrière professionnelle. Mais le passe-temps est devenu une passion et même un travail assez assidu, si bien que M. Naessens, en début des années 50, s'était donné comme défi d'améliorer la performance optique des microscopes de l'époque, simplement par goût et finalement un intérêt. Et il a continué tout bonnement. Si bien qu'en début des années 50, il avait mis au point, il avait conçu un microscope très particulier, qu'il a plus tard appelé d'ailleurs le somatoscope,
C'est un instrument qui lui a permis, en 1954, de regarder différents spécimens vivants. Et bien entendu, comme c'était le sang qui était sa principale source, si on veut, d'observation, il a très vite constaté la présence d'une toute nouvelle particule au niveau de ses observations. Si bien qu'en 1954, ça a été un tournant quand même dans sa carrière. Il a découvert la somatide. Et puis, durant plusieurs années, il a travaillé très fort pour observer cette particule, d'abord l'isoler, la mettre en milieu de culture, observer le comportement. Et c'est ce qui l'a amené à rédiger la théorie somatidienne, qu'il a déposée plusieurs années plus tard. En effet, je crois que c'est en 1963, donc plusieurs années plus tard. Il a déposé devant l'Académie des sciences tout, si on veut, l'échafaudage de ses observations et de la théorie qui a donné naissance à la théorie somatidienne. Alors, si vous voulez, on peut peut-être ensemble regarder le principe sous-jacent du somatoscope, qui est cet appareil quand même qui a une grande qualité, si on peut dire. La grande qualité du somatoscope, c'est de donner une netteté d'image. C'est un appareil qui permet d'avoir une très bonne résolution optique et aussi qui permet de regarder le matériel vivant. Alors, si vous voulez, on peut tout de suite regarder ensemble comment fonctionne le somatoscope et regarder différents spécimens. Qu'est-ce que ça donne comme vision à l'œil? Si vous voulez, on va le faire ensemble. Très bien. La qualité première du somatoscope est de permettre l'observation d'éléments vivants et de suivre leur polymorphisme à des grossissements pouvant atteindre 30 000 X et avec une résolution de l'ordre de 150 angstroms. Le principe sous-jacent de cet appareil réside dans l'augmentation de la fréquence lumineuse. Deux sources lumineuses, l'une incandescente d'une longueur d'onde de 3300 angstroms, l'autre ultraviolette de 1850 angstroms, entrent en battement et produisent une troisième longueur d'onde. Cette onde est traitée par un monochromateur qui produit une raie. Cette raie est soumise à un champ magnétique qui la divise en raies parallèles. Il s'agit de l'effet Zeeman. Une de ces raies parallèles est traitée par une cellule de Kerr qui en augmente la fréquence. C'est cette source lumineuse, invisible à l'œil nu, qui analyse l'échantillon à étudier. Grâce à cet instrument, Gaston Nassens a mis en évidence dans le sang une particule élémentaire douée d'un mouvement de répulsion électronégative qu'il a appelé somatide. Cette particule extrêmement ténue, dont la dimension varie de quelques angstroms à 1000 angstroms, a pu être isolée et mise en culture. Gaston Nassens a pu ainsi en observer le polymorphisme. C'est tout à fait fascinant. Mais quelle est la grande qualité de cet instrument? Eh bien, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Ici, lorsqu'on parle de microscopie, on quitte un petit peu le monde de biologie, puis là, on embarque un petit peu dans la physique optique. Et je pense que c'est important d'ouvrir une petite parenthèse. Lorsqu'on regarde les qualités d'un microscope, en règle générale, il y a deux grandes qualités qu'on recherche. La première qualité, c'est le pouvoir de grossissement, c'est-à-dire la capacité que l'instrument a de grossir le spécimen qu'on est en train d'observer. Ça, c'est une grande qualité d'un instrument optique. Deuxième qualité, très importante pour un microscope, c'est ce qu'on appelle son pouvoir séparateur, communément appelé le pouvoir de résolution dans le monde de la microscopie. Cette deuxième qualité ne parle plus de grossissement, mais de netteté d'image. Alors, lorsqu'on regarde la performance du somatoscope, on peut dire que c'est la première fois qu'un microscope optique, parce qu'on est toujours dans la microscopie optique, a donné un grossissement d'image de 30 000 fois, qui était déjà 15 fois plus que les microscopes optiques de l'époque, mais en préservant une netteté d'image, c'est-à-dire une résolution de l'ordre de grandeur de 150 angstroms, qui est nettement supérieure à tous les microscopes optiques de l'époque. Alors, si on veut résumer, si vous voulez, la grande qualité du somatoscope, bien sûr, il y a un pouvoir de grossissement très intéressant, mais sa grande qualité, pour ne pas dire son unicité, c'est son pouvoir de résolution, c'est-à-dire la capacité qu'il a de nous transmettre une image avec une grande clarté et une fidélité des détails du spécimen existant.
Maintenant, on peut peut-être aussi ajouter que le somatoscope permet l'observation de matériel vivant. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une nuance très importante parce qu'en recherche, actuellement, en biologie, on utilise beaucoup la microscopie électronique. On peut même dire que depuis les années 50, la microscopie électronique est tout à fait l'instrument utilisé pour faire la recherche fondamentale en biologie. Sauf que, à la différence du somatoscope, lorsqu'on utilise un microscope électronique, on est obligé de déshydrater le spécimen qu'on est en train de regarder. Donc, on enlève l'eau du spécimen, ce qui fait, finalement, qu'on n'est jamais capable d'observer la somatide. Parce que la somatide s'exprime principalement dans un milieu liquide. Alors, c'est peut-être un petit peu ce qui explique, comme vous avez mentionné, la qualité du somatoscope. Ça permet un bon grossissement, une netteté d'image et, mon Dieu, ça nous permet de regarder des spécimens vivants, ce qui est tout à fait intéressant. On peut presque dire que le somatoscope est un microscope qui est à mi-chemin entre la microscopie optique qu'on connaît et la microscopie électronique. C'est un instrument qui fait le pont entre ces deux sortes de microscopie, si on peut dire. Alors, peut-être un petit peu pour illustrer comment se passe la vision d'un spécimen vivant lorsqu'on le regarde avec le somatoscope. On peut peut-être regarder ensemble quelques spécimens, ça peut être amusant, juste brièvement pour donner une idée aux téléspectateurs comment se comporte un spécimen vivant. Alors, on peut peut-être aller à l'écran. Ici, nous avons un spécimen de jus de carotte. Alors, ce qui est important de voir, c'est le détail de la couleur. Ici, on est toujours dans un spécimen qui est non coloré. Donc, les colorants, les couleurs que vous voyez à l'écran appartiennent véritablement au spécimen. Alors, ici, on voit des colorations. C'est la chlorophylle ici qu'on voit, les pigments. Et on voit toujours le petit mouvement de fond particulier de la somatide qui bouge. Ici, on fait appel à la somatide du monde végétal. Parce qu'ici, on est dans le jus de carotte. Ah bon? Nous verrons au cours des prochaines émissions la nature de la somatide, mais c'est juste un peu pour vous illustrer. Je pense que nous allons voir un autre spécimen qui va se continuer, qui, je crois, est l'hémolymphe de la libellule, qui est un autre genre de tissu, si on veut, vivant. L'idée de l'exercice ici, c'est pour vous montrer les variétés. Alors ici encore, nous avons un tissu vivant qui est l'hémolymphe de la libellule. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'attrait, c'est les couleurs, c'est la variété qui ressort du monde vivant, non coloré, toujours ici à l'état naturel, et qui, encore une fois, on voit apparaître le petit mouvement très particulier de la somatide, qui est un mouvement électronégatif et qui apparaît à l'intérieur de tous les tissus vivants. Alors, c'est fascinant. On voit ici la variété des couleurs. Et ça encore, c'est quelque chose qui apparaît dans la nature, si on peut dire. Maintenant, on peut peut-être juste regarder ensemble ce qu'on va voir, un spécimen de sang frais. Ce spécimen est l'image d'un sang humain d'une personne considérée en santé. On peut tout de suite noter dans le fond la petite particule qui virevolte et qu'on voit se promener entre les éléments figurés du sang. C'est la particule que nous avons appelée la somatide. Ici au centre, qui est beaucoup plus grosse, nous avons un élément de la famille des leucocytes, les globules blancs. Nous voyons ici apparaître un neutrophile en plein mouvement. Vous voyez comment il est intéressant de voir le mouvement. Ici, nous voyons apparaître un autre élément des leucocytes. Nous voyons ici un basophile. Et de chaque côté, en grand nombre, nous voyons les érythrocytes, connus sous le nom de globules rouges. Nous aurons la chance, un petit peu plus tard au cours de la série d'émissions, d'aller plus en détail. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la somatide, lorsqu'elle voyage dans le sang, se retrouve positionnée entre les différents éléments et elle virevolte, elle se déplace à son gré entre les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes que l'on reconnaît ici comme des petites formes bleutées un peu irrégulières. Alors, ceci était pour donner un premier aperçu de l'image du sang vivant. Je pense que vous allez en parler, vous allez élaborer sur ce sujet lors de la prochaine émission. Tout à fait. Lors de la prochaine émission, nous y reviendrons. Ici, l'idée, c'était juste pour les téléspectateurs de comprendre un peu le mouvement de la somatide, parce qu'elle voyage dans le sang.
Alors maintenant, Mme Lévesque, quelles sont les circonstances qui ont donné naissance à la théorie somatidienne? Eh bien, si on résume le cheminement de la carrière de M. Naessens, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de circonstances qu'on peut appeler favorisantes, qui ont amené le chercheur à élaborer sa théorie. Dans un premier temps, je pense qu'on peut dire que son attrait pour l'hématologie a fait qu'il a passé beaucoup de temps dans ce tissu humain et c'est probablement ce qui a permis la découverte, son attrait pour l'étude du sang. Aussi, on peut dire une circonstance peut-être qui a vraiment aidé à l'édification, c'est l'avènement du somatoscope, c'est-à-dire les habiletés de M. Naessens qui ont fait en sorte qu'il a pu construire un nouvel instrument d'observation, a permis l'observation du sang, mais avec un nouveau regard, et c'est effectivement à travers les yeux du somatoscope que la somatide s'est révélée. Une autre circonstance, je pense, qui a permis à M. Naessens d'aller plus loin dans sa recherche, c'est que lui, bon, bien sûr que l'avènement de nouvelles particules en biologie, c'est très intéressant, mais aussi, je pense qu'il a vu les applications. M. Naessens est un homme excessivement pratique et il l'a vu dans l'avènement de la somatide et de la particule, des applications qui pourraient être très utiles en termes de prévention et de santé publique. Alors, tous ces éléments réunis, qu'on peut peut-être résumer en disant un personnage qui a construit un instrument, qui a découvert une particule et qui finalement, après observation de la particule, a pu écrire et témoigner du comportement à travers l'édification d'une théorie. Alors, je pense que ça résume assez bien le cheminement qui a apporté le chercheur à faire la découverte. En quelle année a-t-il fait connaître sa théorie? La théorie toute bien complète en 1963. Mais comme on a dit un peu plus tôt dans l'émission, la découverte de la particule a été faite en 1954. Alors, c'est donc dire de 1954 à 1963, c'est la période de temps qu'il a pris et qu'il a eu besoin pour analyser, puis observer, et puis finalement bien comprendre le comportement de cette nouvelle particule vivante. Ici, on parle de théorie, je pense qu'on l'a mentionné. C'est peut-être un bon moment de rappeler aux téléspectateurs qu'une théorie, finalement, c'est une façon organisée d'expliquer les faits, mais en fonction d'une connaissance qu'on a acquise. C'est qu'une théorie, en principe, ne devrait pas être un carcan. C'est plutôt une façon structurelle d'organiser la connaissance et que si les faits se modifiaient, s'il y avait de nouvelles découvertes, s'il y avait de nouveaux éléments qui s'ajoutaient, la théorie est toujours ouverte et peut facilement se changer. Alors, je pense que c'est important de garder en tête qu'une théorie, c'est une façon plausible, la plus plausible possible d'expliquer les phénomènes, mais en gardant en tête que la théorie a quelque chose de souple et que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être pris comme un carcan. C'est une aide, une théorie. Alors, si je comprends bien, personne d'autre n'avait vu la somatide avant M. Naessens. Vous avez bien compris. M. Naessens a été le premier à voir la somatide avec l'aide du somatoscope. Et aussi, il a été le premier à isoler la somatide, ce qui est encore plus important. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines émissions, à partir de cette connaissance, comment M. Naessens a pu, avec l'expérimentation, avec ses connaissances, avec la technique qui était disponible à l'époque, comment il est arrivé à isoler cette particule du sang pour l'observer dans un milieu de culture. En 2 mots, Mme Lévesque, comment résumez-vous l'orthobiologie somatidienne? Eh bien, c'est toute une tâche que vous me demandez. Oui, en 2 mots. Écoutez, je pense que si on résume ce qu'on a discuté depuis les dernières minutes, on peut dire que l'orthobiologie somatidienne est une discipline qui nous amène, d'une part, une nouvelle connaissance. Et ça, c'est la connaissance de la somatide, particule qui, on sait, est impliquée directement dans la division cellulaire et qui nous aide à mieux comprendre les phénomènes vivants. En plus de la connaissance, parce que la connaissance est importante, mais on ajoute aussi une nouvelle méthode d'observation. Et ça, c'est doublement important, parce qu'en biologie, c'est pas toujours acquis qu'on regarde du matériel vivant. Et je peux peut-être vous faire un aveu, moi-même, je suis biologiste, et dans toutes mes années de formation, je n'ai jamais étudié un spécimen vivant.
Alors, pour vous dire que la nouveauté est quand même importante, c'est une nouvelle méthode d'observation qu'on apporte, et dans ce sens-là, l'orthobiologie somatidienne a beaucoup d'avenir. Un autre voyage tout à fait intéressant et passionnant. Nous serons sûrement à l'écoute. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième émission sur l'orthobiologie somatidienne. Pour continuer notre voyage dans cet univers tout à fait fascinant de l'orthobiologie somatidienne, nous avons avec nous Mme Jacinthe Lévesque, biologiste. Mme Lévesque est aussi la directrice de l'Académie internationale d'orthobiologie somatidienne. Mme Lévesque, bonjour et bienvenue à cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir d'être là. Nous avons le goût de continuer notre voyage de la semaine dernière. Peut-être pourrait-on résumer légèrement la définition de l'orthobiologie somatidienne. Question un peu de placer les choses et de faire l'éclaircissement. On rappelle que l'orthobiologie somatidienne est une nouvelle théorie biologique qui étudie les phénomènes vivants en fonction des changements de forme d'une particule qui a été découverte dans le sang en 1954 par le chercheur biologiste français, M. Gaston Nessens. Plus tard, il a appelé cette particule la somatide. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que la somatide a été découverte grâce à un instrument que M. Nessens a fabriqué, qui est un microscope optique de très haute performance en termes de résolution, et qu'il a appelé le somatoscope. Alors, c'est un peu l'univers que nous avons parcouru. Et puis, cette semaine, eh bien, nous allons probablement commencer tout de suite dans le cœur de l'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que cette particule émanait du sang. Et je pense que pour le bienfait et le bénéfice des téléspectateurs, on pourrait peut-être voir à l'écran à quoi ressemble un échantillon de sang frais, comme on a expliqué la semaine dernière, en comparaison avec un échantillon de sang coloré, qu'on appelle normalement un frottis sanguin. Alors ici, nous voyons à l'écran un frottis sanguin tout à fait conventionnel. On voit très bien les érythrocytes en fond. Et en parallèle, nous voyons arriver l'image d'un sang humain, un sang vivant, un sang frais, où l'apparence des particules devient tout à fait mobile. On voit le dynamisme des particules et, bien sûr, tout au fond, la petite particule que l'on voit virevolter, c'est la particule que l'on appelle la somatide. Madame Lévesque, vous nous avez fait une comparaison de sang séché et de sang vivant. Ah, je vois que nous avons un nouvel échantillon de sang à l'écran. De quoi s'agit-il? Eh bien, justement, on voit apparaître à l'écran au moment où on se parle, c'est bien l'image d'un sang frais d'une personne dite en santé, telle qu'on peut l'apercevoir avec le regard du somatoscope. Alors, je pense que ce qui est très important ici de noter, c'est le mouvement, le dynamisme des éléments qu'on va retrouver. Et on peut peut-être prendre quelques instants pour présenter les différents éléments qu'on retrouve dans le sang. Ça peut être intéressant. J'aimerais, parce qu'on voit différentes formes, donc j'imagine que ces formes-là représentent possiblement quelque chose. Il y a une raison à ces formes-là. Tout à fait. D'abord, il faut dire que le sang est un fleuve. On peut comparer le sang à une autoroute. Et tout ce qui voyage dans le sang a sa raison d'être. Ou ça part d'un endroit pour aller être évacué vers les organes d'élimination, ou c'est des éléments nutritifs qui arrivent par la nutrition. Alors le sang, comme on le sait, est le seul tissu dans le corps qui soit liquide. Et en fait, il est constitué d'éléments solides et des éléments liquides. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un échantillon de sang, on voit que c'est liquide, mais si on le fait centrifuger, si on isole le sang, si on le fait tourner très vite, on s'aperçoit qu'il y a une portion du sang qui est liquide et une très bonne portion aussi, 45%, où il y a des éléments figurés, c'est-à-dire les globules du sang. Alors ici, ce qu'on voit, c'est précisément ça. Les particules qu'on voit, les disques ronds qu'on voit à l'écran, qui apparaissent en grand nombre, ce sont les érythrocytes, ce qu'on appelle communément les globules rouges. Et ces particules, ces globules, si on veut, ont un rôle très important à jouer dans les échanges gazeux, principalement au niveau de l'oxygène. C'est-à-dire que l'érythrocyte a comme principale fonction d'apporter l'oxygène au niveau cellulaire et en contrepartie, il a aussi la fonction de ramener les déchets, c'est-à-dire le gaz carbonique, pour être éliminé vers les poumons.
Tranquillement, on voit à l'écran, on voit apparaître, parce qu'ici, on voit que ça bouge, à la position 7h, 8h et 9h, on voit tranquillement apparaître à l'écran une nouvelle sorte de globule, d'éléments figurés. Ici, il s'agit d'un élément de la famille des leucocytes, qui est les globules blancs, qui communément, qu'on appelle nos soldats, qui sont nos cellules de défense contre les invasions extérieures, contre l'attaque des bactéries, des virus. Alors ici, on voit un polynucléaire neutrophile, qui est une sorte de globule blanc. Ça, c'est le cercle qui est un peu plus gros. Là. Tout à fait. C'est bon. Évidemment, dans le sang séché, lorsqu'on regarde un neutrophile, il apparaît sous forme de cercle assez parfait. Mais lorsqu'on regarde le neutrophile dans le sang vivant, on voit qu'il prend toutes sortes de dimensions un peu différentes. Et c'est justement parce qu'il est en train, on le voit en train d'exercer sa fonction. Il scrute l'environnement, il vérifie s'il n'y a pas de bactéries, il fouille un peu partout, il va se faufiler entre les globules rouges. Justement, on le voit en action, on voit les granulations très bien et on voit ici le neutrophile qui a un noyau un peu plus prononcé et on voit bien les 3 segments de cet élément. Est-ce que c'est une fonction de défense? Tout à fait. Toute la lignée des globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes, ont particulièrement cette fonction. Ce sont nos soldats, ce sont nos défenses. Bien sûr, il existe 5 grandes différences, si on veut, là, dans les globules blancs. Il y en a 5 sortes différentes. Le polynucléaire neutrophile, ici, qu'on voit, est particulièrement aguerri pour faire face aux invasions microbiennes. C'est sa fonction, c'est son rôle. Évidemment, dans la lignée des globules blancs, cette famille de neutrophiles représente 70 de notre population de globules blancs. Alors, ce n'est pas évident. Lorsqu'on regarde dans l'échantillon, il faut un peu les chercher, des globules blancs, parce qu'il y en a beaucoup moins que du globule rouge. On le voit ici. Bon. Aussi, on réalise là, que dans le spécimen ici qu'on voit à l'écran, il y a beaucoup de globules blancs qui sont à peu près tous dans la même région. Et ça, on le voit souvent en sang frais, parce qu'il y a sûrement un élément chimiotactile quelconque qui fait une attraction. Et là, il y a comme une espèce de communication, il y a un radar qui fait que le globule blanc arrive sur place et vient voir, et vient s'informer s'il n'y a pas une invasion. Alors ici, à la position 2 heures, on voit aussi un basophile qui est un autre granulocyte, une autre famille, qui lui aussi a une autre fonction dans l'immunité. Alors, une chose aussi importante, il faut se rappeler que les globules rouges, là, les beaux cercles, qui sont clairs, qui sont transparents, là, qui ont l'apparence, ont une membrane un peu plus réfringente. Et ça, c'est l'hémoglobine qu'ils contiennent, qui donne cette apparence lorsqu'on les regarde directement au somatoscope. C'est comme un cercle à l'intérieur du cercle. Le globule rouge a cette forme caractéristique. C'est une membrane, c'est comme un disque. Et bon, ici, on ne le voit pas, mais si on le plaçait de côté, il a un peu l'apparence d'un pneu. C'est-à-dire que au niveau de la surface centrale, il y a une espèce d'affaissement des membranes et qui donne un peu l'apparence d'un pneu. Mais ici, on les voit en position surélevée, alors on ne voit pas ce phénomène. Aussi, un peu parsemé, encore, vous voyez ici un neutrophile en excellente santé, qui est en activité, qui est en mouvement, qui se déplace d'une façon... et c'est vraiment toute l'effervescence de l'observation du sang frais, ici. On voit bien le mouvement de la particule. Formes, hein? Il prend toutes sortes de formes parce que finalement, il est en pleine action. Et là où il y a un élément qui suscite son intérêt, il envoie un peu son environnement. Il y a comme un pseudopode qui se crée. Et là, après, toute la gamme de granulation suit. Et je pense que ça démontre très, très bien tout le dynamisme. On a vu aussi tout à l'heure, de façon, je pense qu'on va revenir, là, ici, juste sous le globule rouge, on voit des petites formes un peu irrégulières. Ça, c'est les plaquettes, qui est un élément très important aussi au niveau du sang. La plaquette est surtout active et surtout bénéfique dans le phénomène de la coagulation. Alors, les plaquettes, c'est un peu un élément de survie pour nous. Ça fait partie de nos mécanismes de défense. Ça survient surtout lorsqu'il y a une rupture. Et on se coupe. Et les plaquettes participent beaucoup au mécanisme de la coagulation, ce qui referme une plaie ouverte et empêche un trop grand épanchement de sang. Alors, encore à nouveau, on voit ici un neutrophile en pleine activité et qui se présente très, très bien. Il faut dire qu'on retrouve 800 fois plus de globules rouges que de globules blancs.
Ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, c'est pour cette raison que dans l'observation du sang frais, il faut un peu chercher les endroits pour retrouver les globules blancs, parce que de toute façon, il y en a beaucoup, moins que les globules. Maintenant, si on laisse un petit peu les éléments figurés du sang et qu'on se concentre plus dans l'environnement, ce qui est en fait qui est le plasma sanguin, on reconnaît la particule là, que l'on a surnommée la somatine et qui est vraiment le sujet d'étude. C'est la toute petite particule qu'on voit dans le fond, qui a un mouvement très particulier, qui virevolte et qu'on voit et qui finalement, après étude, maintenant on le sait, cette particule a un mouvement qu'on appelle de répulsion électromagnétique. Et lorsqu'on les rapproche, lorsque deux particules se rapprochent, ils ont un champ magnétique qui se repousse et ce qui donne un peu la caractéristique du mouvement de cette particule. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière aussi, là, au niveau des somatides végétales. Alors, on fait un peu une reprise. Alors, il faut bien comprendre que dans le processus que M. Nessens avait engagé, bon, c'est exactement l'image qu'il voyait, c'est en 1954. Il l'a vu pour la première fois, cette petite particule-là qu'on reconnaît. Et bon, évidemment, c'est de là que continuait toute sa démarche. C'est cette particule-là qu'il fallait réussir à mieux observer ou à mettre dans un champ d'observation un peu plus serré. Alors, je pense que ça fait bien le tour et ça donne une très bonne idée aux téléspectateurs comment se présente l'image d'un sang vivant par opposition à l'image d'un sang ou d'un frottis sanguin conventionnel, finalement. C'est très, très, très intéressant. On a vu il y a quelques instants du sang vivant. Maintenant, comment le chercheur a-t-il continué sa démarche? Eh bien, c'est bien sûr, si on se reporte à l'époque, l'image que nous avons vue tout à l'heure, c'est tout à fait l'image que le chercheur a vue en 1954. Alors, à partir de cette découverte, c'est tout à fait logique pour un scientifique de vouloir isoler la particule, vu que c'était une nouvelle particule. Alors, bien sûr, M. Nessens a essayé de mettre au point beaucoup de techniques pour arriver à isoler cette particule. Ça n'a pas été fait sans peine parce qu'il n'y avait pas de précédent. Il ne pouvait pas suivre un livre de recettes et appliquer une méthodologie déjà éprouvée. Alors, dans le temps, disons que ça a pris peut-être 4 ou 5 ans pour arriver à trouver une façon d'isoler cette particule, c'est-à-dire la sortir du sang, pour arriver finalement à être capable de la placer dans un milieu de culture idéal. Normalement, lorsqu'on veut isoler des particules du sang, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on a des éléments figurés, que ce soit un globule rouge, un globule blanc, une plaquette, normalement, on place le sang en centrifugation, c'est-à-dire qu'on fait tourner un volume de sang dans un appareil qui tourne très vite et qui fait en sorte que par densité, il y a séparation et une fois la centrifugation terminée, on retrouve le liquide, on retrouve les éléments figurés. Et c'était un peu normal que M. Nessens parte avec cette méthode en espérant que les somatides aussi se séparent. Mais ça n'a pas été aussi simple parce que la somatide est très petite, elle est intimement liée et il a dû développer beaucoup de techniques et il faut le dire, ça s'est fait par essai-erreur. Et je dirais que la persistance, la ténacité a fait que plusieurs années plus tard, finalement, il a mis au point une technique où il a pu réussir à isoler la particule et vraiment, là, ça a été vraiment une victoire. Qu'entendez-vous par milieu de culture? Bien, en effet, c'est une expression qui est propre, je dirais, au jargon de la biologie. En fait, lorsqu'on parle d'un milieu de culture, c'est un milieu dans lequel les nutriments ont été bien contrôlés. Les conditions extérieures sont bien contrôlées. Alors, dans le cas présent, pour la somatite, bien sûr, il s'agissait d'un milieu de culture liquide où tous les bons ingrédients nécessaires à la croissance de la particule étaient présents et aussi en ayant bien pris soin de contrôler la température, la pression, la luminosité. Alors, finalement, un milieu de culture, c'est un milieu idéal dans lequel la vie peut s'exprimer, tout simplement. C'est tout ce que ça veut dire. Okay. Alors, disons que l'environnement joue beaucoup là, quand vous appelez le milieu de culture. C'est un environnement qui est tout à fait spécial, qui est propice à la vie. À la vie. Maintenant,
Qu'a vu le chercheur lorsqu'il a observé la somatide en milieu de culture? Eh bien là, c'est tout l'essence même de la théorie somatidienne. Je pense qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est que le chercheur, avec le support du somatoscope, qui est un microscope optique à très haute performance en termes de résolution, a aperçu cette nouvelle particule qu'on a vue tout à l'heure, qui est visible dans le plasma sanguin, a réussi à l'isoler, comme on vient d'expliquer, et finalement, après l'avoir mis en culture, a vu certaines choses. Et c'est un peu ce qu'on va voir ensemble à l'écran. Si vous voulez bien, on va regarder ensemble le schéma de ce que le chercheur a vu finalement lorsqu'il a observé la somatite. D'accord. Alors, je pense que la première chose qu'on peut mentionner en regardant ce schéma, c'est qu'il a été élaboré après que l'expérience a été répétée des centaines et des centaines et des centaines de fois. Ici, c'est bien sûr qu'on en fait un résumé, ça paraît simple, mais l'échafaudage de ce schéma a pris multitude d'années et aussi, il faut bien comprendre, il faut se situer dans le contexte des années 50 où il n'y avait pas toute la technologie qui nous permettait de prendre des images de façon sporadique et faire un montage qui nous permettait de voir les choses. Alors, ce qui veut dire pour M. Naessens qu'il passait des heures cloué à son somatoscope pour regarder évoluer la culture et voir apparaître ce qu'il ne pouvait pas s'attendre, mais voir qu'est-ce qui allait se passer. Parce qu'au tout début, effectivement, c'est du travail de pionnier, alors il n'y avait pas d'attente, c'était vraiment de garder les yeux ouverts et d'attendre l'image. Je pense que la première chose, la première constatation qui a été visible lorsqu'on regarde le diagramme, c'est que la somatide est une très petite particule, très menue. On le dit plusieurs fois, il se situe à un diamètre de l'ordre de grandeur de 150 angstroms jusqu'à 1000 angstroms, donc c'est très petit. Cette particule, au fur et à mesure qu'elle avance dans la croissance, au fur et à mesure que la culture avançait, que le temps avançait, elle se complexifiait. La particule devenait de plus en plus complexe et finalement évoluait vers une forme beaucoup plus complexe. Alors, en observant le pattern d'arrivée de ces différentes formes, le chercheur a compris et a vu de façon systématique que l'ordre d'arrivée des différentes formes arrivait toujours de la même façon. C'est-à-dire que ici, comme on peut voir dans le diagramme, de l'étape 1, qui est l'étape somatide, à l'étape 10 et 11, toutes ces étapes se présentaient toujours dans le même ordre, de façon régulière et systématique. Et comme les formes qui se sont dessinées ressemblaient beaucoup à des bactéries, c'est là que M. Naessens a choisi d'appeler ces formes en les nommant selon des bactéries. Alors, on voit à la forme 4, la forme bactérienne, toute la série de formes de la forme 4 à la forme 11, finalement, ce sont ce qu'on appelle des formes bactériennes. Mais on voit qu'à certains moments, elles sont beaucoup plus longues. Tout à fait. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que d'une particule très simple, ça se complexifie, ça devient plus rempli, le cytoplasme se crée, et finalement, à la phase 11, on a ici un éclatement avec une libération de nouvelles particules dans le milieu. Il faut peut-être mentionner que les termes utilisés, forme bactérienne, forme bactérie à double spore, M. Naessens a fait le choix de ces termes pour être capable de bien dialoguer avec le monde scientifique, parce que c'est des termes déjà bien connus. Que ce soit la forme bactérienne, que ce soit la forme lévuride, que ce soit la forme mycélienne, ce sont des termes déjà bien connus, soit en microbiologie, soit en bactériologie, soit en botanique. Alors, l'intention du chercheur, lorsqu'il a donné des noms à ces formes, en fonction de la morphologie, a voulu respecter la nomenclature déjà existante dans le monde de la biologie. Alors, je pense que ça, c'est une première chose qu'on peut observer lorsqu'on regarde le schéma. Si la forme, plus la forme est longue, est-ce que ça veut dire que c'est plus nocif ou est-ce qu'il y a un lien entre la forme et soit qu'il y a plus de bactéries ou... Non, je pense que votre question est très pertinente. Lorsqu'on dit forme bactérienne, il n'est pas question ici de bactéries exogènes. Ça n'a rien à voir avec une source de contamination
qui viendrait de l'extérieur. Alors, lorsqu'on dit forme bactérienne, il ne s'agit pas du tout d'une bactérie, il s'agit justement d'une forme évolutive de la somatide qui ressemble extérieurement à une bactérie. Alors ici, il n'y a pas question d'apporter un jugement de nocif ou pas, parce qu'on n'est même pas, ce n'est même pas une bactérie. C'est une forme tout simplement qui apparaît, et la nuance que vous apportez est très importante. Il en est de même pour la forme lévuride. Ce n'est pas une forme levure, ce n'est pas une vraie levure, comme la forme mycélienne n'est pas non plus un vrai mycélium. C'est juste l'apparence, la morphologie de la structure ressemble à une structure déjà existante, et c'est pour cette raison que le choix du nom a été choisi. Alors, je pense que si on regarde de façon générale le cycle en culture, il y a 3 choses, je pense, qu'il faut retenir, importantes à cette étape-ci pour les téléspectateurs. La première des choses, c'est que la somatide est bel et bien vivante. Le cycle qui apparaît, peu importe la forme, lorsqu'on parle de la somatide, c'est-à-dire à l'étape initiale, lorsqu'on a pris la somatide qui était extraite du sang humain et qu'on l'a placée dans le milieu de culture, le fait que cette particule change de forme et qui apporte une complexité, c'est déjà un témoin très important de la nature biologique de la particule. Ça, c'était une première grande révélation. Deuxième chose importante qui apparaît ici, c'est que la particule, lorsqu'elle avance dans sa complexité, lorsqu'on la voit se complexifier, elle émet dans l'environnement de nouvelles particules. Alors, c'est-à-dire que, exemple, à la forme 11, on voit qu'il y a un éclatement et il y aura libération dans l'environnement de nouvelles particules qui sont de la même nature que celles précédentes. Donc, c'est toujours une continuation. Alors, on peut résumer ce phénomène. On appelle ce phénomène le polymorphisme, c'est-à-dire une particule qui, selon l'environnement, change de forme et qui finit par se perpétuer dans l'environnement et qui continue à exister d'une façon continue. Alors, le cycle qui apparaît, le cycle de la somatide, en fait, on sait qu'en culture, l'expression totale de ce cycle, avec les 16 phases, se produit dans un intervalle de 90 heures. C'est-à-dire 10 heures. Alors, si on place la somatide en milieu de culture, on la laisse tranquille dans un milieu parfait, un milieu dans son environnement propice, idéal pour la croissance. Au bout de 90 heures, nous verrons apparaître l'ensemble de ces formes. Alors ça, c'est un phénomène qui s'appelle le polymorphisme et dont d'autres auteurs ont déjà parlé. Une chose aussi très importante qui ne se voit pas nécessairement dans le cycle en culture, mais qui a été confirmée par des recherches subséquentes, c'est que lorsqu'on change les conditions de l'environnement, de la somatide en culture, par exemple, vous avez votre culture de somatide, pour une raison quelconque, vous y versez une acide très toxique. Alors là, vous venez de changer l'environnement. La particule a l'intelligence, elle a cette capacité de se rétracter et se mettre en état de résistance. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en état de résistance, il y a eu beaucoup d'expériences de fait. M. Nessens a conduit beaucoup de recherches pour en venir à la conclusion que dans cet état, la somatide ne peut pas être détruite. Ni par la chaleur, ni par des conditions adverses, ni par des produits chimiques très toxiques. Et il a même testé son hypothèse en plaçant une culture d'ascospore, ici en résistance, sous des radiations très fortes. Et même sous un champ de radiation, la particule ne change pas. Donc, c'est un nouvel élément qui vient s'ajouter. Elle demeure vivante. Elle demeure vivante et elle demeure résistante. Elle ne change pas. Elle reste intégrale et il n'y a plus rien qui change. Alors, je pense qu'ici, c'est très intéressant, comme ça a soulevé beaucoup de questionnements pour le chercheur. Entre autres, ça a vraiment raffiné toute sa conception de l'origine de la vie. Et je pense qu'à cette étape-ci aussi, on peut ajouter que le questionnement probablement le plus important qu'il a vu en regardant la somatide en culture, c'est qu'il a reconnu dans le cycle en culture certaines formes qu'il avait préalablement vues dans le sang
de personnes malades. Ah bon? Des formes qu'il ne comprenait pas et des formes pour lesquelles il n'avait pas d'explication. Alors, c'est très important. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de connaissances acquises par le cycle en culture, mais je pense que le plus important qui reste à partir de cette expérience, c'est que le chercheur a eu un questionnement très intéressant qui lui a fait poser beaucoup d'hypothèses. Est-ce que la forme, ici par exemple, as, qu'on voit, as comme une autre, qu'on voit dans la culture, est-ce qu'elle est en lien avec un sang malade? Quel lien y a-t-il entre l'apparition de cette forme lorsqu'on la voit dans un sang malade? Alors, il y en a sûrement une. Il y en a sûrement une et je pense que c'est ce qu'on aura le plaisir de voir ensemble la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre 3e émission de cette série sur l'orthobiologie somatisienne. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir Madame Jacinthe Lévesque, biologiste. Elle est aussi la directrice de l'Académie internationale d'orthobiologie somatidienne. Bonjour Madame Lévesque et bienvenue à cette émission. Madame Lévesque, afin de situer les téléspectateurs qui peut-être se joignent à nous pour la première fois ce soir, et aussi pour nous parler, nous donner un petit peu certaines explications de ce que nous avons traité durant les 2 premières émissions. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous redonner la définition de l'orthobiologie somatidienne et entrer un petit peu dans les sujets qui ont été discutés durant les 2 premières émissions? Revoyons ensemble cette définition. Je pense que c'est très pertinent. On peut définir l'orthobiologie somatidienne comme une nouvelle théorie biologique qui étudie les phénomènes vivants en fonction d'une nouvelle particule qui change de forme. Cette nouvelle particule a été découverte en 1958 par le chercheur biologiste Gaston Nessès et il l'a appelée somatide. Alors, au cours de la première émission, nous avons vu comment la somatide a été découverte et c'est justement grâce au support d'un instrument microscopique qui a été appelé le somatoscope. Durant la dernière émission, nous avons vu comment le chercheur a réussi à isoler cette particule du sang, la placer en culture et d'observer le comportement de cette particule dans un milieu idéal de croissance. C'est alors que le milieu de culture a révélé que la particule est vivante, elle exprime un polymorphisme, c'est-à-dire qu'elle change de forme selon l'environnement, et encore très intéressant, cette particule a la capacité, lorsqu'on la met dans des conditions adverses, de rester en état de résistance. Madame Lévesque, voulez-vous commenter, s'il vous plaît, ce que nous voyons à l'écran en ce moment? Bien, volontiers. Je pense qu'ici, nous voyons beaucoup d'éléments en mouvement, mais ce qui est important de fixer, c'est en plein centre, maintenant, de l'écran, on voit une forme bactérienne, une forme allongée, on voit même un peu les cils à l'arrière. Il faut fixer, tenons le regard, vous voyez, mais nous venons de voir en temps réel la transformation qui s'est effectuée dans le sang vivant. Alors ici, c'est l'exemple parfait de transformation de forme qui s'effectue dans un milieu particulier. Ici, en l'occurrence, on est dans le sang. Y a une raison particulière pourquoi cette forme a changé puis si rapidement? Eh bien, c'est d'abord pour vous dire que le changement de forme se fait vraiment dans un temps très court, dans la vraie situation comme ça se passe dans le sang. Et puis, probablement que cette forme évolue. C'est de l'expression du polymorphisme de la somatide qui s'exprime. Encore là, on voit apparaître, on voit la continuation d'une forme qui continue à se manifester. C'est très intéressant de voir ici que la forme 1 se redivise en 3. Alors ça, c'est un nouveau phénomène aussi qu'on voit apparaître dans le cas du polymorphisme. Souvent, dans le monomorphisme, on voit la division cellulaire qui fait une cellule, en fait 2, en fait 4. Mais ici, on voit une entité, une cellule, une forme qui se redivise en 3 et chacune des 3 parties, à son tour, va se séparer, va se détacher et va devenir une autre forme qui va continuer à être évolutive et qui va elle aussi avoir son polymorphisme. Alors ici, c'était simplement pour illustrer le phénomène du polymorphisme. Comment a-t-il choisi de poursuivre ses recherches? Bien, évidemment, une fois que la somatide a été bien identifiée et qu'il a vu son comportement,
Maintenant, ça devenait très important de vérifier les hypothèses que M. Naessens avait en tête. Parce que si vous vous souvenez, on en a discuté, bien sûr, il y avait des nouvelles connaissances, il connaissait la particule en question, mais il était resté avec un questionnement énorme. Et ça, il fallait aller donner réponse à ce questionnement. Ce qui signifiait pour M. Naessens que la recherche qu'il conduisait ne se passerait plus nécessairement dans son laboratoire, mais maintenant, il fallait aller vérifier les hypothèses chez des gens, chez les humains, un peu ce qu'on appelle une recherche clinique. Alors, le questionnement, je pense, très important qu'il faut comprendre, que M. Naessens avait gardé en tête, c'était l'apparition de formes somatidiennes avancées en culture qui apparaissaient comme les mêmes formes que lui avait observées depuis de nombreuses années dans le sang vivant de personnes malades. Alors, le questionnement, c'est est-ce que la somatine en culture était un témoin du dérèglement de la santé? Est-ce que c'était quelque chose qui annonçait la maladie? Et c'est un peu ce qu'il fallait aller chercher à ce moment-là, aller vérifier. D'accord. Mais maintenant, tout en respectant la démarche scientifique, que fallait-il faire pour répondre à ce questionnement? Eh bien, à cette étape, M. Naessens ne pouvait plus conduire sa recherche toute seule. C'est là où il a eu besoin d'aide et il a vraiment fait appel à la collaboration de plusieurs laboratoires privés, de beaucoup de collègues médecins qui ont vraiment été très collaborateurs et qui ont accepté de faire cette étude de population parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. L'idée, c'était de prendre des gens en santé et des gens malades, les soumettre aux tests de sang conventionnels pour effectivement confirmer soit leur état de santé ou leur état de maladie, et simultanément, chez ces mêmes personnes, les placer en position où on pourrait voir finalement leur sang frais. Alors, à ce moment-là, on pouvait, avec le temps, avec le cumul des données, vérifier comment se comportait le sang frais de quelqu'un qui avait un diagnostic conventionnel, soit de maladie ou tout simplement la confirmation d'un état de santé. Et ceci s'est prolongé sur de nombreuses années avec une multitude de cas, des milliers de cas. Et au bout de plusieurs années, une fois que la recherche clinique a été terminée, eh bien, on a cumulé, puis on a regardé ce qu'a révélé finalement cette importante collecte de données. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Si je comprends bien, il s'est fait une importante collecte de données et qu'a révélé cette importante collecte de données? Mais comme vous soulignez tout à l'heure, pour rester dans la démarche scientifique, lorsque M. Naessens a fait cette collecte de données, il s'est vraiment fait un devoir de travailler ce qu'on appelle en double aveugle. C'est-à-dire que les patients qui venaient à lui pour faire une analyse de sang frais, en fait compte, il ne les connaissait pas et il ne connaissait pas le diagnostic. Donc, lui n'avait aucun indice quel était l'état de santé de la personne. Alors ça, c'est une première chose. Et la personne qui avait ou qui participait à l'étude ne savait pas que son sang nécessairement était soumis et ne participait pas à l'examen de sang frais. Donc, la personne ne pouvait pas, d'aucune façon, influencer le chercheur et faire en sorte qu'il sache ou que ça induise ou que ça biaise d'une façon quelconque. Alors, scientifiquement, la démarche a été faite en respectant toutes les conditions du double aveugle. Et finalement, cette importante collecte de données a révélé quelque chose de très important. Et je pense que pour bien comprendre ce que l'étude a révélé, on peut peut-être retourner à l'écran, reprendre le cycle de la somatite en culture et voir quelles analogies on peut tirer en comparant la culture avec le sang. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ensemble. D'accord. Alors ici, vous reconnaissez le cycle en culture qu'on a présenté la semaine dernière. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, je pense qu'il faut rappeler que la somatite, qui est la particule simple, qui a évolué vers une forme complexe, lorsqu'on superpose les résultats de l'étude, c'est-à-dire les phénomènes qui se sont présentés dans le sang, lorsqu'on les superpose au niveau du cycle en culture, il y a trois choses qui apparaissent au niveau de la révélation d'informations. Lorsqu'on regarde le sang d'une personne en santé, le polymorphisme s'exprime d'une certaine façon, c'est-à-dire que les étapes somatides, sport et double sport apparaissent régulièrement dans le sang d'une personne en santé. Lorsqu'on regarde le sang d'une personne malade, on s'entend, malade confirmé avec un diagnostic
traditionnel d'un sang, l'examen biochimique du sang. D'accord. Là, on observe que dans le cas de personnes malades, le polymorphisme de la somatide s'exprime toujours dans l'intervalle des formes 4, la forme bactérienne, les formes lévurides et finalement jusqu'aux formes mycéliennes. Si on résume cette étude, cette énorme collecte de données, je pense qu'il y a 3 points qu'il faut retenir. C'est que dans le sang, à la différence de la somatide en culture, on retrouve un mécanisme d'inhibiteur qu'on appelle barrière de protection. C'est-à-dire que c'est un mécanisme biochimique qui halte, qui stoppe le polymorphisme de la somatide dans un polymorphisme beaucoup plus restreint. Aussi, on peut dire que dans le sang, la forme asque n'évolue jamais dans une forme de résistance. Parce qu'on avait vu que dans la culture, on retrouvait des formes de résistance. Dans le sang, on ne retrouve jamais de forme de résistance. La somatide est la seule particule qui maintient une forme stable au niveau du sang. Alors, je pense que ça résume bien les grandes révélations qu'on a pu voir dans le sang. Madame Lévesque, dans vos explications, vous nous parlez d'une barrière de protection. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, comme on a vu tout à l'heure dans le diagramme du cycle de la somatide dans le sang, effectivement, il existe un mécanisme de contrôle qui s'exerce entre la forme somatidienne 3 et la forme somatidienne 4. Pour aider la compréhension, pour un peu vulgariser le phénomène biochimique qui se passe à cet endroit, on a choisi d'appeler ce phénomène une barrière de protection. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est important là, de peut-être résumer que lorsqu'on regarde le sang frais de quelqu'un, selon l'apparence, selon l'aspect, les formes, la morphologie de ce qui apparaît à l'écran, on est capable de voir si la personne se situe dans la zone de santé, c'est-à-dire si le polymorphisme s'exprime somatide, sport, double sport, et si la personne est en route, c'est-à-dire que si le système biologique en question est en train de se déstabiliser, a perdu son équilibre, on voit apparaître les formes somatidiennes avancées. Alors la barrière, finalement, c'est l'étape, c'est le mécanisme biochimique qui contrôle le polymorphisme de la somatide et qui permet à la personne de rester dans la zone de santé. C'est ce qu'on souhaite parce qu'enfin, en bout de ligne, l'idée de cet exercice, c'est d'être capable de faire la prévention et être capable de voir si le système biologique est en force, en faiblesse ou s'il est en train, en chute libre finalement. Okay. Qu'est-ce qui peut faire tomber, si on peut dire, utiliser le mot, là, tomber, parce qu'on sait effectivement qu'il n'y a pas une barrière comme telle, mais qu'est-ce qui fait que cette barrière-là, elle est comme dépassée, elle est ouverte, on avance, là? Ça, c'est un domaine très intéressant. Je peux vous dire qu'on pourrait en parler longuement. Je pense que la compréhension de la barrière de protection qui existe ici, ça, c'est quelque chose que M. Nessens a étudié beaucoup à partir d'études cliniques, puis à partir de beaucoup d'observations de patients. Règle générale, on peut dire que la barrière de protection est quelque chose de relativement solide. Mais on peut résumer, peut-être il y a 4 ou 5 facteurs qui peuvent déstabiliser cette barrière de protection et finalement nous faire passer de la zone santé à la zone maladie. Alors, ça devient très important de connaître ces éléments. La première chose qu'on observe qui peut déstabiliser cette barrière, c'est si on est en contact avec des produits chimiques dans notre environnement. Bon, lorsqu'on dit produits chimiques, ça peut être de nature alimentaire, ça peut être un aliment, ça peut être des aliments, ça peut être des médicaments, ça peut être des produits toxiques, ça peut être tout ce qui est dans notre environnement physique et qui ne convient pas à notre biochimie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors ça, on a vu que c'est quelque chose qui est très agressant et qui peut faire tomber la barrière. Mais c'est quelque chose qui est fréquent de nos jours. Tout à fait. Alors, c'est très important d'en tenir compte parce que l'environnement physique, l'environnement matériel est un élément très sensible. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut influencer de façon très rapide la barrière de protection. Aussi, on a remarqué qu'un autre élément très important là, dans cette déstabilisation de la barrière, c'est si le corps subit une agression physique. C'est-à-dire que pour une raison quelconque, par exemple, ça pourrait être un accident, ça pourrait être une fracture ouverte, ça pourrait être une contusion. Dès que la charpente osseuse, dès que la partie physique du corps est soumise à une agression violente,
On peut aussi voir une réaction qui s'exprime rapidement dans le polymorphisme de la somatide. À ça, là, ici, dans le chapitre des agressions physiques, là, on peut rajouter aussi une coupure. Dès qu'il y a une coupure ou une fracture ouverte, dès que les parois de la peau ont été traversées, on sait que la barrière de protection est très vulnérable. Donc, à la limite, une chirurgie devient quelque chose qui peut agresser la barrière de protection. Mais c'est tout de même temporaire. Oui, c'est-à-dire que si notre système est fort, notre barrière peut à l'occasion chuter, s'effondrer et que finalement on ait assez de résistance, qu'on ait assez de capacité, que notre système immunitaire soit assez fort pour être capable de restructurer la barrière. Aussi, un autre facteur qui est un peu dans un autre ordre, qui est peut-être moins dans le domaine physique, mais qui est finalement ce qu'on appelle tous les chocs, les traumatismes, toutes les choses qui peuvent arriver. Les pertes d'emploi, les divorces, toutes ces choses-là, ça peut... Toutes les nouvelles, toutes les deuils, toutes les choses qui peuvent créer un stress violent et soudain, là. Dans les émotions. Oui. Alors ça, c'est très intéressant et ça devient très intéressant aussi d'en prendre connaissance avec les gens en application parce que finalement, les réactions émotives peuvent facilement déstabiliser la barrière. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bon d'avoir des émotions puis que toutes les émotions nous déstabilisent. On ne peut pas vivre sans émotion. Hein? Je pense que ça fait partie du quotidien. Mais lorsqu'une émotion est trop forte et lorsque la résistance n'est pas assez forte pour restructurer la barrière de protection, eh bien là, on peut se trouver pris dans un polymorphisme qui va s'exprimer de plus en plus. Et là, ça pourra éventuellement apporter des problèmes. Une autre situation aussi qu'on a remarqué qui peut épuiser énormément la barrière de protection, c'est n'importe quelle situation où la personne se sent dans un état d'impuissance. Dès qu'on vit quelque chose de difficile et que de façon là, très, très forte, la personne sent qu'elle n'a pas le contrôle sur la situation. Il n'y a pas de porte de sortie. Pas de porte de sortie. Quoi qu'elle fasse, c'est comme sans issue. Et ça crée à l'intérieur du corps un sentiment d'impuissance très fort. Ça, on a pu remarquer que ça déstabilise de façon remarquable la barrière de protection. Alors, c'est bon aussi d'en prendre conscience. Et puis, l'autre élément qui est non moins... important, mais qui est peut-être moins matériel, il y a aussi tout notre système de croyances, tout notre système de forme-pensée qui joue un rôle très fort au niveau de la barrière. Alors, je pense que ça, c'est aussi très important à prendre en considération parce que des fois, on se fait jouer des tours, on dit des choses anodines, par exemple. « Oh, j'aimerais ça avoir des vacances. J'aimerais ça, je ne peux pas avoir de vacances. Oh, si j'étais malade, je pourrais avoir des vacances. » On dit ça des fois en riant. Mais on joue un tour parce que l'inconscient, ça enregistre tout. Et finalement, on crée dans la matière ce qu'on a donné comme information à notre inconscient. Alors, tout ça, c'est des éléments très importants dans la compréhension de la barrière de protection qui, en fait, est le mécanisme que notre corps utilise pour nous faire passer d'un système en équilibre, en harmonie, qu'on appelle la santé, et tranquillement nous amène dans un système en déséquilibre ou, socialement, qu'on appelle la maladie. Alors, je pense que la barrière de protection, c'est excessivement important comme phénomène. Pensez-vous qu'une bonne pensée positive peut sauvegarder un peu plus la barrière de protection? Tout à fait. Tout à fait. La qualité des émotions, la qualité de nos pensées, la qualité de nos attitudes joue un rôle déterminant dans la force de la barrière de protection. Madame Lévesque, quelle utilité M. Nassens a-t-il fait avec cette découverte? Eh bien, M. Nassens, lui, à cause de son intérêt pour l'hématologie, c'est bien sûr qu'il a vu des applications probablement plus en santé publique. Hein? Ça, je pense que ça a toujours été l'intérêt de M. Nassens. Mais il faut dire que cette connaissance pourrait avoir des applications dans beaucoup d'autres domaines scientifiques. Plus précisément, M. Nassens, avec cette connaissance de la barrière de protection, le polymorphisme de la somatide, a développé un test de dépistage qui nous permet de vérifier l'état des défenses naturelles. Bien sûr, ce test est encore un test qui est à l'étude, qui est en train de se perfectionner, un test qui n'est pas encore disponible pour le grand public, mais on espère qu'il le sera bientôt, parce que M. Nassens voudrait bien offrir cette possibilité à l'humanité. Je pense que ça fait partie des priorités de sa carrière. Une autre application aussi que M. Nassens a fait de cette connaissance,
c'est dans un autre ordre de préoccupation, mais c'est au niveau d'un produit de santé. C'est-à-dire que c'est beau de savoir qu'il y a une barrière de protection. C'est beau de prendre connaissance que la barrière de protection de quelqu'un est flambante. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour établir cette barrière-là avant l'avènement de la maladie? Alors, c'est là que M. Nessens a eu une préoccupation encore plus du côté santé publique et qu'il a conçu, il a fabriqué un produit de santé qui s'appelle le C114X, qui est un produit disponible au Canada depuis 1990 en drogue d'urgence et qui est justement un produit capable de remettre la barrière de protection et empêcher le polymorphisme de la somatide d'évoluer vers les formes avancées. Alors, je pense que c'est les deux grandes applications que M. Nessens a fait de cette connaissance, mais on peut peut-être ajouter que M. Nessens, même si la théorie somatidienne date de 1963, continue activement ses recherches. À l'heure actuelle, on en est plus à connaître la nature chimique de la somatide, maintenant qu'on connaît son comportement. Et d'importantes recherches ont révélé que la somatide est porteuse de l'information génétique, ce qui devient très intéressant, même si elle ne contient pas d'ADN. Alors, beaucoup d'évidences nous portent à dire et à croire à cette étape-ci que la somatide serait peut-être un élément précurseur de l'ADN. Alors, cette avenue ouvre beaucoup de portes à la recherche et dans le moment, c'est activement dans ce domaine-là que M. Nessens continue ses recherches. Il le fait activement, il est en bonne santé et il est très content de continuer sa carrière dans ce sens. Il est toujours très actif dans ses recherches. Toujours très actif, très content. Et M. Nessens a toujours eu, je pense, comme moteur d'apporter des solutions aux gens, les aider à être en meilleure santé et finalement empêcher la souffrance humaine. Alors, je pense que ça se continue très bien à cette étape-ci. Alors, écoutez, je lui souhaite bonne chance dans ses recherches et nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Sûrement, si l'occasion se présente, on sera heureux de venir encore partager avec vous tout ce qu'on peut au niveau de l'orthobiologie somatidienne. Bien, merci beaucoup. Et Mme Lévesque, c'est maintenant le temps du mot de la fin. Alors, qu'aimeriez-vous nous laisser comme message? Bien, écoutez, je pense que s'il y a un message à retenir de toute cette série d'émissions, il faut retenir, je pense, que l'orthobiologie somatidienne est une nouvelle vision de la biologie qui permet la prévention de la maladie. Et ça, je pense que c'est le mot-clé, c'est la prévention. C'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des maladies dégénératives ou avoir les maladies de société qu'on connaît. S'il y a moyen d'agir et d'intervenir avant l'installation définitive de la maladie, bien, mon Dieu, c'est vraiment une clé, une solution intéressante à proposer en ce début de nouveau siècle qui arrive. Qu'est-ce que pourrait être remarqué comme un moyen de prévention? Naturellement, il y a l'alimentation. Est-ce qu'il y a autre chose? L'exercice physique? Et bien sûr, c'est sûr que lorsqu'on a parlé de la barrière tout à l'heure, tous les éléments qui font tomber la barrière sont des éléments que l'on pourrait utiliser dans un programme de prévention. Mais bien sûr, lorsque nous, on parle de prévention, là, on parle de tests de dépistage préventif qui nous permettraient de voir l'avènement de la maladie qui arrive, probablement 18 à 24 mois avant que la maladie s'installe et qu'on puisse la mesurer au niveau des tests biochimiques. Alors, on parle ici là, d'un test très avant-gardiste, mais qui deviendrait un véritable outil de prévention et qui serait facilement accessible à des coûts très réduits et qui pourrait aider l'humanité à rester en bonne santé. C'est tout ce qu'on souhaite. On parle de faire de la prévention à l'échelle mondiale en utilisant le test de dépistage que propose M. Nessens. Mais maintenant, est-ce que M. Nessens est le seul à posséder cet instrument de recherche? Très bonne question, hein, parce que c'est tout un contrôle avec un moteur de dépistage. Non, il faut dire que l'instrument de recherche qui a permis la découverte de la somatine, en fait, qui est le somatoscope, oui, ça, il en existe seulement un. Il y en a un, il est unique, c'est l'instrument que M. Nessens utilise pour continuer sa recherche. Mais pour pallier à cette lacune, M. Nessens, en 1991, a mis en marché, a conçu ce qu'on appelle un condensateur ultramicroscopie et qui permet justement à tous les chercheurs, à tous les gens intéressés de pouvoir utiliser un instrument qui s'adapte et qui s'accroche à tous les microscopes optiques et qui permet de façon
facile d'observer le polymorphisme de la somatide. Alors, bien sûr, l'instrument de M. Nessens, c'est beaucoup plus complexe. C'est un instrument très gros et qui a toutes ses vertus, mais le nouveau condensateur que M. Nessens a conçu permet de suivre le polymorphisme et ça rend la recherche facile pour quiconque s'intéresse à la théorie somatidienne. Madame Lévesque, lors de nos récentes conversations, vous avez mentionné que M. Nessens a fabriqué et conçu un produit de santé qui agit sur la barrière de protection. Pouvez-vous nous parler de ce produit? Bien oui, avec plaisir. Tout à fait, nous avons parlé dans les dernières rencontres de ce polymorphisme de la somatide et de la barrière de protection. Le produit dont il s'agit ici, c'est le C114X, qui est un produit spécialement conçu pour rétablir cette barrière et redonner à l'organisme toutes les défenses naturelles. On peut peut-être aussi ajouter que ce produit n'est pas le premier produit que M. Nessens a conçu. En fait, c'est le troisième. Vraiment? Et celui-ci a été breveté en 1980. Mais précédemment, au début, quand M. Nessens a découvert le cycle somatidien, il a aussi eu d'autres produits qui, à l'époque, s'appelaient le GN24 et l'Anadis, qui avaient des fonctions particulières de la compréhension du cycle. Alors, on peut dire qu'au fur et à mesure que M. Nessens a compris l'avènement du cycle et le mécanisme du polymorphisme de la somatide, bien, il a raffiné le produit jusqu'à la dernière génération, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, le C114X. Et que fait ce produit? Que fait ce produit? Eh bien, comme tous les produits que M. Nessens a conçus, je pense qu'il y a un principe très important que les produits doivent respecter, c'est que, bien qu'il replace la barrière de protection, le produit ne doit pas nuire aux défenses naturelles. L'idée pour M. Nessens, lorsqu'on introduit un produit dans un organisme, c'est toujours pour aider, pour améliorer, pour renforcer ce qu'on appelle le terrain biologique. En fait, le C114X, plus précisément, a deux fonctions qu'on peut lui attribuer. De par sa nature, il stimule un nettoyage cellulaire profond. Ça, c'est une première de ses fonctions, c'est-à-dire le C114 fait un grand ménage au niveau cellulaire. Et puis, une fois que le grand ménage est fait, une fois que c'est nettoyé, il apporte les ingrédients nécessaires, principalement de l'azote, on verra un petit peu plus tard, de l'azote et des oligo-éléments, qui sont des structures, qui sont des éléments nécessaires à la réparation. Alors, on peut dire de façon simple que le C114X, c'est un produit qui apporte la réparation et qui aussi apporte un grand nettoyage. C'est les deux vertus du produit. Maintenant, que contient le 714X? Le C114X contient principalement 3 ingrédients. La dose, c'est-à-dire l'ingrédient actif principal, c'est l'azote, qui est un élément naturel qu'on retrouve dans la nature. Cet azote-là, pour qu'il soit bien assimilé au niveau de nos cellules, il est transporté dans le corps par le camphre. Alors, la molécule d'azote est accrochée, si on peut dire, au camphre, qui fait partie intégrante du produit, ainsi que d'autres éléments. Bien sûr, il y a des chlorures, on verra là, un petit peu plus loin la description chimique du produit. Ces chlorures ont la fonction de venir éclaircir la lymphe. Et puis aussi, il y a les oligo-éléments qui sont très importants. C'est des éléments minéraux en traces, en très petite quantité, et qui viennent apporter encore au niveau métabolique la possibilité aux cellules de bien communiquer. C'est des électrolytes qui accentuent, on peut dire, la communication harmonieuse entre les différentes cellules. Et que fait ce produit? Comment agit-il exactement? En fait, l'efficacité du produit, c'est-à-dire l'impact direct sur le corps, faut un peu comprendre comment le produit est introduit dans le corps. C'est très particulier parce que le C114 n'est pas fait en sirop. Il a un mode d'intromission tout à fait particulier, c'est-à-dire que le produit est injecté directement dans le système lymphatique. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur ce système? Bien, le système lymphatique, en fait, pour un petit peu simplifier les choses, c'est un système corporel qui existe, tout à fait parallèle au système sanguin et qui a comme fonction d'être un système de nettoyage. C'est lui qui récupère les déchets et les toxines cellulaires, les amène en circulation justement pour les ramener aux différents organes
d'élimination. Alors, on peut dire que la lymphe, c'est un peu comparable à un système de boyau central, si on veut, dans une maison, quand on a une balayeuse. La balayeuse, c'est ce qui nous permet de tirer nos déchets. Et tout le système de tuyauterie, c'est un peu comparable à notre système lymphatique. Alors, c'est bien sûr que le système lymphatique, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est dans cette conception que tous les produits de M. Naissance ont été faits, d'après sa compréhension de la somatite, de l'orthobiologie, sa vision finalement de la physiologie humaine. Pour lui, l'avènement d'une maladie dégénérative, c'est l'engorgement du système lymphatique. C'est la conséquence d'un encrassement du corps. Alors lui, dans sa conception, si on veut aider le corps à se guérir d'une maladie, on va d'abord l'aider à se nettoyer. Et sa façon à lui de proposer un nettoyage, mais c'est justement d'introduire ce produit dans la lymphe qui, en quelques minutes, quelques heures, arrive à liquéfier cette lymphe qui est peut-être toute en stagnation et qui ne bouge plus à cause d'un encrassement. Est-ce que c'est un produit qui doit être pris ou injecté régulièrement, plusieurs fois par jour? Ou, bien, écoutez, le traitement de base du C114 est un traitement en injection, c'est-à-dire c'est une injection périnodulaire qui se fait dans la région de l'aine droite. Il y a une technique très particulière qui s'apprend bien d'ailleurs parce que les gens l'apprennent eux-mêmes. On a tout un... Vous avez une vidéo, je crois. Oui, on a une vidéo qui explique bien la technique d'injection. Alors, le traitement de base du C114X a été conçu en fonction de l'anatomie du système lymphatique parce qu'on sait qu'il y a dans la circulation lymphatique une grande circulation et une petite circulation. Alors, pour accéder à la grande circulation, on procède par injection périnodulaire, c'est-à-dire qui aide à liquéfier cette circulation qui couvre en fait le 3/4 du corps. Et dans la petite circulation, on a encore accès au C114, mais cette fois-ci, il est inhalé avec un nébuliseur. C'est un appareil spécialisé qui permet l'inhalation et il est alors absorbé par les nœuds ganglionnaires des voies respiratoires. Alors, à ce moment-là, on a encore accès à la voie lymphatique, mais c'est ce qu'on appelle un traitement secondaire. Alors, tout le mode d'entrée, si on veut, du produit est fait directement dans le système lymphatique. Maintenant, quel est l'effet du 714X sur la barrière de protection? Bon, ça, je pense que c'est une notion très importante. Et puis, pour l'expliquer, sûrement qu'on va avoir accès à un diagramme. Si vous vous souvenez bien, dans nos discussions antérieures, on a parlé du test de dépistage préventif, le test de sang frais, qui, lorsqu'on regarde le spécimen, si on voit l'apparition du polymorphisme, c'est-à-dire si on voit que la somatide, la spore, la double spore, c'est tout ce qu'on voit dans les formes, bien là, on peut en conclure que la barrière est forte et que finalement, la personne est dans une très bonne situation. Ses défenses naturelles sont très fortes. D'accord. Autrement, si on regarde le sang frais de quelqu'un et on commence à voir apparaître des formes évolutives, les formes avancées de la somatide, soit en forme bactérienne, soit en forme névuride, soit en forme plus avancée, déjà, c'est le signal qu'il y a un affaiblissement de la barrière des défenses naturelles. Alors ça, c'est le moment propice pour introduire le C114 parce qu'on sait que ce produit, en quelques jours, va replacer la barrière, donc va ramener la situation à la normale et va éviter que plus tard, il se passe toutes sortes de circonstances où finalement qu'il y ait une détérioration de l'état et qu'on se retrouve avec une maladie tout à fait bien implantée. Alors, en ce sens, le C114X a été conçu exactement comme le test de dépistage pour être utilisé de façon préventive. C'est-à-dire lorsqu'on voit que la barrière de protection est tout à fait déplacée, qu'elle est ouverte, qu'elle n'existe plus, et que finalement, si on laisse aller les choses, il va avoir éventuellement l'avènement d'une maladie. Alors, si je comprends bien, idéalement parlant, le produit devrait être utilisé lorsqu'on on est tout près de la barrière qui est tombée. Mais malgré ça, lorsque je ne sais pas si on pourrait dire la maladie progresse, est-ce qu'on peut aussi prendre le 714X ou est-ce que c'est trop tard? C'est tout à fait comme vous mentionnez. Idéalement, l'idéalement, c'est que si notre barrière vient de flancher, c'est-à-dire que dans le temps, on est capable de voir que c'est tout récent. Bien là, c'est sûr qu'on peut prendre le C114 en espérant, tout va se replacer et il n'y aura pas trop de conséquences. Mais d'un autre côté,
Si quelqu'un est déjà malade, si la maladie est déjà installée, c'est bien sûr que le C114X peut apporter une aide énorme, parce qu'on sait qu'en liquéfiant la lymphe, de toute façon, cet effet-là va se produire. La liquéfaction de la lymphe apporte un énorme soulagement au niveau de la personne malade. Il y a une libération des toxines et ça aide énormément. Et il faut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Hein? Je veux dire, il n'y a pas vraiment de situation où on ne peut pas apporter un produit qui finalement n'est pas nuisible et qui est un support énorme aux défenses naturelles et à l'immunité, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire à l'ensemble des globules blancs qui sont nos soldats et qui ont besoin d'aide. Eh bien, merci beaucoup, Mme Lévesque, pour ces informations. Merci.